Les automobilistes ont fait preuve de civisme. La première mise en œuvre du système de circulation alternée a été largement respectée. Un dispositif levé demain en raison de la nette amélioration de la qualité de l'air sur la région parisienne. Invité de notre journal dans quelques minutes, Dominique Voynet, ministre de l'Environnement. Bonsoir. La polémique sur les 35 heures, selon un sondage, une large majorité de Français se disent prêts à accepter une baisse de salaire pour travailler moins. Les Israéliens ont renvoyé en Jordanie le chef spirituel du mouvement islamiste palestinien Hamas. Football, en Coupe UEFA, 5 des 7 clubs français engagés qualifiés, Nantes et Bordeaux éliminés. Madame, monsieur, bonsoir. Vert, impair et passe. Seuls les véhicules portant une plaque d'immatriculation avec un numéro impair étaient autorisés à circuler aujourd'hui à Paris et dans 22 communes alentours. Cette circulation alternée, pour la première fois en vigueur, a semblé généralement respectée à la grande surprise des policiers chargés des contrôles. Reportage Vincent de Guyenne, Patrick Voix. Une voiture se fait arrêter place de l'Étoile, jusque-là rien d'original. Mais la seule faute de cet automobiliste est d'avoir une immatriculation paire. Je ne savais pas, non, pas du tout. Ça n'existe pas chez moi au Danemark. Il n'y a pas de pollution. Parce que c'est une première en France, il n'aura pas à payer l'amende de 900 francs. À coup de prospectus toute la journée, ces policiers ont sermonné les contrevenants. Des contrevenants d'ailleurs, peu nombreux. Ils commencent à comprendre au sujet de leur santé. Parce qu'à Paris, hier, c'était pas très pur. Dans la salle de commandement, on fait les comptes. Un trafic allégé de 19% aux entrées de Paris aux heures de pointe. Le préfet s'en réjouit. Il y a incontestablement une adhésion civique de la population que je tiens à saluer au développement de cette mesure dès aujourd'hui dans la capitale. 69 points de contrôle dans Paris, 70 en périphérie. L'imposant dispositif est en place depuis 5h30 ce matin. Parmi les automobilistes pairs arrêtés, beaucoup ont feint l'ignorance. Vous n'avez pas entendu les médias en parler? Ça a été vu quelque chose à la télé hier. Oui, vous avez vu quelque chose vaguement? D'autres ont chipoté. Et un zéro, c'est quoi? Le zéro, c'est neutre. Ah, c'est neutre, oui. Ah, c'est neutre. Mieux valait circuler en véhicule professionnel. Une société qui est basée 71 rue de Bagnolet, à Paris. Ou faire du covoiturage. Oui. Vous êtes à 3 dans le véhicule, vous avez le droit de circuler. Ok, mais parce qu'en fait, il va pas pouvoir s'arrêter dès qu'il nous aura déposés. Non. D'accord. C'est un peu compliqué, vous trouvez ce système ou quoi? C'est pas compliqué, mais quand ça tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe, on se pose plein de questions, quoi. Pour aller au bureau, d'autres avaient choisi le vélo, mais contre toute attente, ce ne fut pas une partie de plaisir. Les piétons font n'importe quoi, ils se disent il y a moins de voitures. Ils traversent n'importe comment. Les gens en voiture, ils se disent il y a moins de voitures. Ils roulent plus vite, ils sont hyper dangereux. Les vélos, personne n'y fait attention. Toujours est-il que les cyclistes ont respiré l'espace d'une journée un air plus pur. Demain, les voitures reprendront d'assaut les routes qui mènent à Paris, qu'elles soient paires ou impaires. Voilà, c'est ce que l'on appelle de l'autodiscipline. Cela dit, cette journée n'a pas toujours été facile pour les malheureux titulaires d'une plaque paire, surtout pour les banlieusards qui, malgré tout, ont largement fait preuve de civisme. En compagnie de Mathieu Huchet et Rémi Poissonnier, paire, passe et manque. S'approche banlieue à l'heure de la circulation alternée. Marie a fait une grande découverte aujourd'hui. Elle connaît dorénavant par cœur sa plaque d'immatriculation. Elle appartient au malchanceux du jour. Son numéro est pair. Condamnée à laisser sa voiture au garage, elle a trouvé une solution de repli. Pour moi, ça a été relativement facile parce qu'en fait, j'ai une personne de mon travail qui habite à 100 mètres de chez moi. Et qu'en plus, elle a une voiture qui se termine par un nombre impair et moi pair, donc on pourra inverser. Et dans son immeuble à Boulogne, ses voisins se sont eux aussi découverts de nouveaux compagnons de route. On emmène monsieur derrière qui est un ami, qui n'a pas de voiture puisque c'est un numéro pair et que nous on est impair, voilà. Et j'emmène mon mari également qui normalement prend sa voiture et là il est numéro pair aussi, donc on part à 3. Donc vous rentabilisez le véhicule là. On rentabilise le véhicule et on fait preuve de civisme. Pas d'école le mercredi, c'est le jour de mamie. Avant d'aller retrouver sa collègue, Marie dépose Charlotte et Mathieu, un Mathieu un peu asthmatique. Mathieu avait encore mal à la gorge ce matin, donc je sais pas s'il vaut mieux pas les sortir avec la pollution. Bonjour. Ça va? Marie et Christine travaillent dans un laboratoire de recherche à Plaisir, 30 km à l'ouest de Paris. La circulation est fluide. Si on nous prévient un petit peu à l'avance, je suis pour ce genre de solution au moment de pic de pollution relativement dommageable pour la santé. Mais alors, pourquoi n'y ont-elles pas pensé plus tôt? C'est vrai que nous, on habite vraiment l'une à côté de l'autre. Il faut aussi qu'on puisse rentrer ensemble. J'ai souvent des réunions dans Paris ou dans la banlieue, donc
Dans ces cas-là, comment fait l'autre personne ou les autres personnes pour rentrer? En tout cas, cette paire de numéros pair et impair pourra désormais faire face à tous les jours de l'année. Alors que les taxis croulaient sous les appels, les trains de banlieue, bus et métros ont eux aussi été pris d'assaut. D'autant que le billet était gratuit. Reportage Agnès Molinier, Elisabeth Esley. 18h ce soir rue de Rivoli, une des artères de Paris les plus embouteillées d'habitude aux heures de pointe. Aujourd'hui, les Parisiens n'étaient pas dans leur voiture, mais dans les transports en commun et ne s'en plaignaient pas. On circule mieux, c'est vrai qu'on a l'impression de respirer mieux aussi. Pourtant, les bus étaient bondés même au cœur de l'après-midi. Il faut dire que c'était gratuit et ça détend l'atmosphère. Oui, je t'écoute. Pour nous, machinistes, on n'a pas l'inconvénient de vendre déjà des titres de transport, donc oui, c'est plus sympathique. Aujourd'hui, même les chauffeurs de taxi étaient contents, leurs sociétés ont croulé sous les appels. D'habitude, je fais entre 15 et 20 courses, mais là, je viens de commencer ma journée, j'ai déjà fait 7-8. Ils n'ont pas pris la voiture, mais ce qui prouve qu'ils n'étaient pas obligés de la prendre et qu'ils peuvent bien s'en passer. En revanche, certains ne peuvent pas se passer du goût du risque, même quand c'est gratuit. En fin d'après-midi, bousculade sur la ligne A du RER en direction de la banlieue Est. La majorité sont des habitués, aujourd'hui plus ou moins nerveux. Et d'habitude, vous circulez en voiture? Ah non, je prends ça. La voiture, je la laisse, il n'y a qu'au mois d'août, je la prends. Ça roule bien. Alors, et aujourd'hui, c'est difficile dans les transports? Bah oui. Bien sûr, là, j'aurais pris ma voiture. D'habitude, vous prenez votre voiture? Oui, je préfère. Hein. Et vous aviez un mauvais numéro aujourd'hui? Oui, un mauvais numéro, oui. Et ça a été difficile pour vous? Malgré tout, c'est le civisme qui l'emporte. Exemple, un médecin qui était en droit d'utiliser sa voiture aujourd'hui a préféré y renoncer. Je travaille dans un service d'urgence. Je suis urgentiste. Et c'est vrai que pour nous, lorsqu'on voit le nombre de patients atteints de crise d'asthme arriver dans le service, à mon avis, c'est qu'il y a un problème de pollution. Et, opinion très répandue dans ce wagon, la solution, ce serait peut-être des transports plus nombreux à des tarifs plus abordables. Chaque jour, un être humain inhale en moyenne une vingtaine de mètres cubes d'air dans lesquels on retrouve, dans les zones urbaines bien sûr, un subtil cocktail fait d'oxyde d'azote, de monoxyde de carbone et autres dioxydes de soufre. Parmi les plus menacés par cette pollution urbaine, les enfants. Reportage Anne Consiné, Jean-Louis Melin. Donc, pour des raisons de type de pollution, on ne peut pas vous faire pratiquer d'activité physique aujourd'hui. À la place du cours d'éducation physique, cours sur la pollution, assuré par le médecin scolaire ce matin au collège Rodin de Paris. Dans la cour, pas le droit de jouer au ballon non plus, mais on y court quand même, le proviseur n'a pas eu le cœur de supprimer complètement la récré. En revanche, les fédérations de sport n'avaient pas systématiquement donné de consignes en ce qui concerne les activités du mercredi après-midi. Il faut dire que la qualité de l'air s'est améliorée en cours de journée, mais les maires qui ne le savaient pas encore sont allés au square avec réticence. On est là depuis quoi, un quart d'heure, 20 minutes, et je pense que je vais rentrer. Hein. Parce que, bon, vu la pollution, je ne peux pas rester là. Pour moi, mes enfants, ils ont besoin de s'aérer, ils ont besoin de se dégourdir, donc c'est malheureux, mais je les sors quand même, quoi, et c'est dommage. L'impact à long terme de la pollution quotidienne et des pics de pollution sur la santé respiratoire des enfants ne fait pas l'objet de certitudes scientifiques. Mais certains médecins ont observé ces derniers 10 jours des symptômes qu'ils s'expliquent mal. Moi, je ne comprends pas qu'au retour des vacances, les enfants présentent, alors que nous sommes loin des épidémies de grippe, alors que nous sommes loin aussi des périodes polliniques, présentent des symptômes respiratoires, d'inflammation étagés sur tout l'arbre respiratoire. Une étude est en cours pour comparer la santé respiratoire des enfants et le calendrier des pics de pollution. En attendant les résultats et en guise de conclusion provisoire, voici une proposition d'un des principaux intéressés. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse alors? Marcher. Marcher pour remplacer la voiture. Le sacrifice civique des plaques paires n'aura sans doute pas été inutile. La pollution de l'air a en effet considérablement baissé dans l'agglomération parisienne. Mardi, le chiffre de 442 microgrammes de dioxyde d'azote par mètre cube, bien sûr, avait été atteint. Le chiffre est retombé à environ 100 microgrammes en début d'après-midi. Reportage José Blanc-Lapierre, Jean-Jacques Le Garec. C'est dimanche à Paris aujourd'hui.
Circulation fluide, air presque pur et donc des Parisiens réconciliés avec leur capitale, avec même l'envie de flâner dans les rues. À midi, le taux de pollution dû au gaz d'échappement n'atteint même pas le niveau 1. Hier, à la même heure, le dioxyde d'azote dépassait le seuil d'alerte maximum. En 24 heures, la pollution est divisée par 2. Ici, à Air Paris, où l'air est mesuré en permanence, on est formel. Cette chute s'explique d'abord par la réduction du nombre des véhicules. Mais c'est aussi parce qu'un léger vent a contribué à assainir l'air. Alors, entre la météo et la circulation, reste à savoir lequel des deux a été le plus efficace. Il y a non seulement la quantité, mais la localisation de cette circulation et les conditions de circulation. S'il y a un bouchon quelque part ou qu'il n'y en a plus, si les gens roulent plus vite, il y a plus de pollution. C'est donc, pour une première, quelque chose qu'on ne connaît pas encore bien, où il faut que toute une série de services travaillent au bilan de cette opération. Faiblesse du dispositif, l'impossibilité, par manque de données, de prévoir les pics de pollution, en tout cas pour le dioxyde d'azote. Les études pourraient aboutir dans 2 ans. Autre lacune, taxis, poids lourds, bus, particulièrement polluants avec leur moteur diesel, ont eux l'autorisation de rouler. C'est vrai que nos bus, en particulier les bus les plus anciens, fument. Certains ont 15 ans, ils ont des moteurs qui ont une conception des années 60. Et donc pour nous, qui nous voulons être exemplaires dans ce domaine de la protection de l'environnement, c'est une priorité absolue. Aujourd'hui, ils sont les rois du bitume. Pour une fois, ça roule bien. Pas besoin donc de renforcer le parc pour transporter les 10% de passagers supplémentaires. Reste la facture de la gratuité des transports aujourd'hui dans toute l'Île-de-France, 13 millions de francs. Voilà, il n'est sans doute pas inutile de le rappeler, en raison de l'amélioration de la qualité de l'air en région parisienne, ce dispositif de circulation alternée a été levé pour demain jeudi. À l'annonce de la décision hier après-midi, de nombreux élus de l'opposition avaient vigoureusement protesté, mettant en avant la gêne des usagers. Lionel Jospin avait pour sa part apporté immédiatement son soutien à Dominique Voynet, que nous allons retrouver dans un instant, en faisant remarquer qu'il était normal d'adopter une loi, de l'appliquer, une loi qui plus est votée par l'ancienne majorité. Ambiance à l'Assemblée nationale cet après-midi, Jean-Baptiste Prédali, Roger Mathurin. La voiture est électrique et Lionel Jospin l'a utilisée toute la journée pour ses déplacements. Du Conseil des ministres ce matin à l'Assemblée nationale cet après-midi. Certains ministres eux aussi ont voulu donner l'exemple, dans la discrétion comme Dominique Voynet, ou avec un brin d'ostentation comme le ministre des Transports, Jean-Claude Guessot. Bien sûr, il y a eu des exceptions justifiées par les intéressés. Je suis venu dans une voiture du ministère de l'Intérieur. Elles sont spéciales, elles sont un peu spéciales. Elles échappent à toute définition. Au total, un peu d'imprévu dans la cour du Palais Bourbon pour une journée bien particulière. Aujourd'hui, on me l'a prêté. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable qu'un véhicule classique. Père ou impair, la question du jour en a même modifié le classique clivage droite-gauche. Il faudra bien qu'on arrête la circulation automobile à un moment donné. Moi, j'ai fait beaucoup de montagne dans ma vie, on n'a pas de voiture en montagne, alors après tout. Pour les pratiquants réguliers d'autres moyens de transport, pas de changement aujourd'hui. Et pas de surprise chez les écologistes quand il faut juger la décision du gouvernement. C'est une réponse d'urgence à une situation d'urgence. Donc c'est bien, ça a contribué à dissiper le pic de pollution. Mais je crois que la lutte contre la pollution des villes, ça passe par des décisions qui sont plus importantes que le coup par coup. Hein. Bref, tous les députés ont marché du même pas, sauf quelques irréductibles. Il faut avoir 2 voitures, une à numéro pair, une à numéro impair. Pour les banlieusards, c'est clair, donc il n'y a que les riches qui peuvent s'en sortir. Deuxièmement, c'est une mesure contre la banlieue, parce que c'est plus facile à régler ce problème quand on habite Paris que quand on habite la banlieue. Bilan de la journée, tous jurent avoir respecté la loi, sans profiter pour autant des jardins de l'Assemblée. Avec nous, Dominique Voynet, ministre de l'Environnement. Bonsoir. Tout de suite, une réponse à Patrick Devedjian. Est-ce que c'est une mesure anti-banlieusard? C'est vrai que c'est pas simple pour ceux qui habitent loin de Paris. Je crois que les faits n'ont pas donné raison à M. Devedjian. Tous les franciliens ont participé de bon cœur, avec beaucoup de responsabilité et de sens civique, à cette journée tout à fait exceptionnelle. Cela dit, il pose un vrai problème, qui est celui non pas des liaisons entre la banlieue et Paris, mais surtout des liaisons entre banlieue et banlieue. C'est sans doute un des maillons faibles de l'offre de transport en Île-de-France. Pour y remédier, il faudra investir dans ce domaine. On a entendu tout à l'heure Jean-Paul Bailly, président de la RATP, qui insiste sur le fait qu'il aimerait être exemplaire
d'un point de vue environnemental, mais qu'il a des contraintes financières difficiles à résoudre. J'espère que M. Devedjian s'en souviendra au moment de voter ses budgets. On va y revenir. Est-ce que vous avez été étonné par le civisme des automobilistes? Parce qu'on dit volontiers le français râleur, frondeur. La bagnole, c'est sacro-saint. On avait annoncé, je le craignais, le grand embouteillage du siècle, et on a eu finalement une journée qui permettait de réconcilier les usagers avec la ville. Je crois que les gens appréciaient non seulement de mettre en œuvre d'autres modes de transport, mais aussi de retrouver une certaine fluidité dans la ville. C'est vrai pour les véhicules individuels, c'est vrai aussi pour les bus et les transports collectifs. Pour ma part, aujourd'hui, à Paris, j'ai apprécié la ville et je pense n'avoir pas été seule. Alors vous êtes arrivé dans nos studios tout à l'heure, il y a quelques minutes, dans une Clio électrique toute blanche. Je vous signale que vous aviez oublié d'éteindre les phares, ce qui est embêtant pour une voiture électrique. Est-ce que c'est pas un peu un gadget? Vous utilisez votre Clio de 5 à 7 ou un peu plus souvent? Alors, je vous promets que je l'ai déjà utilisé avant le pic de pollution. Cela dit, je pense que la voiture électrique peut rendre des services ponctuels, que ce n'est pas la solution. Il y en a d'autres. Je pense à d'autres types de véhicules propres, comme les voitures au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel véhicule. Je pense aussi, bien sûr, au développement des transports collectifs. Les usagers l'ont dit très bien. Ils veulent des transports sûrs, réguliers, commodes, confortables, qui circulent aux heures où ils en ont besoin, ce qui n'est pas toujours le cas. Ils sont attentifs au prix. C'est normal. J'ai entendu aussi des usagères dire « mais comment se fait-il qu'on n'y ait pas pensé plus tôt ?» Moi, j'aimerais leur dire continuez à être solidaires, à vous entraider pour aller chercher vos gamins à la sortie de l'école, pour aller faire vos courses, pour vous attendre l'une l'autre à la sortie d'une réunion. C'est du lien humain en même temps que de la responsabilité écologique qu'elles vont inventer. Alors le paradoxe est même qu'aujourd'hui étaient autorisés à rouler finalement les véhicules les plus polluants, les taxis au diesel, les autobus de la RATP qui font beaucoup de fumée, les camionnettes qui ne sont pas toujours très propres. Alors qu'est-ce que vous allez prendre comme mesure par exemple pour les autobus de la RATP, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, il y a une expérimentation en ce moment à Lille au GPL, alors mais vous me direz que ça coûte très cher. La RATP a déjà dépassé depuis longtemps le stade de l'expérimentation. Pour passer à la vitesse supérieure, il faut de l'argent, beaucoup d'argent, et la RATP ne l'a pas. Moi, je souhaite qu'on puisse investir davantage dans les transports collectifs et utiliser à cet effet des fonds qui sont disponibles et qu'on utilise trop souvent pour faire des routes, des autoroutes ou pour encourager l'expansion continue du réseau routier. J'aimerais aussi qu'on travaille davantage avec les flottes captives comme celle des transports publics ou comme celle des taxis pour essayer de les inciter à une mutation vers d'autres carburants. C'est le cas dans bien des grandes villes à travers le monde. Par exemple, les taxis de Tokyo roulent tous au GPL. Je vais engager ce genre de discussion et je crois que Jean-Claude Guessot sera d'accord pour que nous le fassions ensemble. Prochaine étape, la fameuse pastille verte pour déterminer les voitures propres. Pourquoi l'accouchement est-il aussi laborieux ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a débat sur ce qu'est exactement une voiture propre. Moi, je pense que la pastille verte est tout au plus un marquage. Elle ne constitue en aucun cas une autorisation de circuler. Alors on devrait vraiment donner la pastille verte aux seuls véhicules qui sont effectivement propres, et puis année après année, il y aura de plus en plus de voitures qui l'auront. Si on la donne aujourd'hui à tous les types de véhicules, elle sera inefficace, et la belle idée sera sabotée, ce que je ne souhaite pas. Dernière question, Dominique Voynet, là tout le monde a joué le jeu, c'est même plutôt une très bonne surprise. La prochaine fois, est-ce que les forces de l'ordre appliqueront les PV de 900 francs pour les mauvais citoyens ? Il y en a eu très peu des mauvais citoyens. On en a montré plusieurs dans vos reportages. En fait, d'après les chiffres de la préfecture de police, c'est tout au plus 5% des véhicules qui circulaient qui n'auraient pas dû se trouver là aujourd'hui. Donc c'est très peu et ça doit être salué. Ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir développer des solutions en amont qui vont réduire la fréquence des pics de pollution et qu'on n'aura jamais vraiment à se poser la question de savoir s'il faut ou non punir. Moi, j'aimerais convaincre, j'aimerais inciter, j'aimerais que les citoyens qui ont fait la preuve aujourd'hui de leur volonté de changer des choses en convainquent leurs élus et en convainquent, je dirais, les financeurs des politiques publiques dont on a besoin. Merci Dominique Voynet d'avoir répondu à notre invitation. À dater d'aujourd'hui, 1er octobre, obligation est faite d'étiqueter très précisément l'origine de la viande bovine vendue dans quelques 25 000 boucheries et dans 17 000 grandes et moyennes surfaces. Reportage Phil Vicerias, Christophe Vignal.
Depuis ce matin, les étiquettes de viande bovine ressemblent à de véritables cartes d'identité. Doivent y figurer l'origine de l'animal, son lieu de naissance, d'élevage et d'abattage, ainsi que la race et la catégorie. Un étiquetage obligatoire pour rassurer une clientèle qui ne s'est pas encore remise de la crise de la vache folle. Ça va être dans le choix. Hein. C'est pas un peu compliqué? Non, non, non. On est mieux renseignés. Entre ce qu'ils nous disent et ce qu'ils nous marquent, hein, et ce qu'il y a dedans, ben c'est tout à fait différent. Les services de la répression des fraudes ainsi que le centre d'information des viandes ont prévu des contrôles pour sanctionner toute infraction. Mais le système mis en place aujourd'hui n'est pas sans faille. Steak haché et abats ne sont pas tenus de décliner leur identité et les distributeurs ne sont pas obligés de mentionner le pays d'origine de la viande d'importation. S'il n'y a pas d'étiquetage et si on n'a pas d'informations sur l'origine, il ne faut pas acheter cette viande-là. Car aujourd'hui, on le voit depuis quelque temps, l'embargo est une véritable passoire et il y a des risques à tomber encore sur de la viande anglaise. En boucherie traditionnelle, il suffit de mentionner les informations sur la vitrine ou de les placer en évidence sur le comptoir. Mais aujourd'hui, à Paris, beaucoup de bouchers n'avaient encore jamais entendu parler de ces nouvelles étiquettes. Bon, des comme ça, moi, j'en ai jamais vu. Dans les conditions de l'éleveur. Pour l'instant, l'accord sur l'étiquetage reste limité. La restauration collective, cantine scolaire par exemple, n'y est pas soumise. Ce n'est donc qu'un premier pas vers une réglementation plus ferme. Les Français se disent prêts à accepter une baisse de salaire pour travailler moins. Un sondage Sofres pour le journal Le Monde sur la semaine de 35 heures indique en effet que 24% seulement des Français jugent inacceptable l'idée de réduire leur temps de travail par exemple de 10% et leur salaire de 5%. Parallèlement, 60% des personnes interrogées se disent favorables à une suppression des heures supplémentaires. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté une disposition interdisant les pratiques portant atteinte à la dignité de la personne lors des traditionnels bizutages dans les établissements scolaires. L'opposition RPR et UDF a vivement dénoncé la création de ce que Pierre Mazeaud a qualifié de délit subjectif de bizutage. C'est l'heure de la rentrée pour quelques 2 150 000 étudiants. Parmi les objectifs du ministre de l'Éducation, mettre un frein à la reproduction des élites entre elles. Claude Allègre va proposer la prise en charge totale par l'État des études supérieures de bacheliers particulièrement méritants, issus de milieux défavorisés et qui se destinent à l'école de la magistrature ou encore à l'Institut des sciences politiques. Reportage Olivier Caroff, José Batchik. Le temple de la culture générale, la voie royale vers l'ENA, Sciences Po, beaucoup en rêvent et peu y entrent. Il faut réussir un concours difficile, il faut aussi avoir les moyens. Sans ressources, cette étudiante a essayé pendant 1 an de concilier ses hautes études politiques et un petit boulot, une grande leçon de solitude. J'avais une vie qui était différente, complètement différente, avec des responsabilités, des choses à assumer qui n'avaient rien à voir avec, avec la vie de mes amis. Donc il y avait une sorte de gouffre entre nous deux. Difficile à vivre avec les autres étudiants? Oui, oui, difficile à vivre parce que j'avais l'impression que je ne parlais pas le même langage. Une discrimination par l'argent que Claude Allègre veut supprimer. À l'étude, une prise en charge à 100% des quelques jeunes issus des milieux les plus défavorisés admis dans cette filière d'élite. Dans les couloirs de Sciences Po, certains trouvaient justement que ça manquait de têtes nouvelles. D'une première démocratisation qui s'est opérée en termes de provinciaux parisiens, donc il y a un premier progrès, mais en termes de catégories socio-professionnelles représentées à Sciences Po, la reproduction des élites, ça existe encore. Un lieu privilégié pour les privilégiés, la direction tente depuis quelques années d'éviter cet écueil. Un quart des étudiants est exonéré de frais d'inscription, on a multiplié les bourses, une forme d'investissement sur des étudiants aux qualités de plus en plus recherchées. Peut-être un plus grand sens de l'innovation, puisqu'ils ne seront pas dans la pure reproduction. Peut-être une connaissance du terrain plus importante. On reproche souvent à la haute administration de ne pas bien connaître le terrain, les gens quand même. Le projet de loi devrait voir le jour au printemps, mais faute de moyens, l'État ne pourra pas, en tout cas dans un premier temps, faire le même effort pour les filières scientifiques ou médicales. Les dirigeants israéliens ont libéré aujourd'hui le chef spirituel du mouvement islamiste palestinien Hamas, officiellement pour apaiser le roi Hussein, indigné à la suite d'un attentat perpétré en Jordanie par de présumés agents israéliens. À Jérusalem, pour France 2, Charles Anderlin. C'était jeudi dernier à Amman. Cet homme, Khaled Mish'al, un responsable du Hamas, est attaqué par 2 inconnus qui lui font respirer un gaz empoisonné.
Les agresseurs sont capturés par la police jordanienne. Ils sont porteurs de passeports canadiens, mais refusent tout contact avec l'ambassade du Canada. En fait, ce seraient des agents du Mossad, les services spéciaux israéliens. Le roi de Jordanie est furieux. Il aurait eu un entretien téléphonique orageux avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou et exigé la libération du cheikh Ahmed Yassine, le chef spirituel du Hamas, détenu en Israël, en échange des faux Canadiens. Cette histoire est démentie en Jordanie et ne fait l'objet d'aucun commentaire en Israël. On n'en sait pas plus. En tout cas, la nuit dernière, le cheikh Yassine a été libéré par Israël et transporté par hélicoptère à Amman, où l'attendait le roi Hussein. Si son état de santé le permet, le cheikh est tétraplégique, il pourrait retourner à Gaza et reprendre la tête du Hamas. De retour du Caire cet après-midi, Yasser Arafat s'est félicité de la libération de celui qu'il appelle son frère. Mais dans son entourage, on est furieux. Le retour de Yassine ne peut que renforcer l'opposition islamiste en Cisjordanie et à Gaza et affaiblir le pouvoir du président palestinien. En Bosnie, action spectaculaire des soldats de l'OTAN qui ont pris le contrôle de 4 émetteurs de la radio-télévision serbe. Bernard Lebrun. Un objectif militaire, 4 relais émetteurs radio-télévision, jugés comme la dernière arme des radicaux serbes de Palais. Cette opération surprise a été menée dès l'aube par la force de stabilisation, le bras armé de l'OTAN, en Bosnie. La SFOR, c'est actuellement 39 000 soldats sur le sol bosniaque, venus de 30 pays, dont la Russie. Et ce matin, pour la toute première fois, des militaires russes auraient participé à cet assaut contre leurs cousins orthodoxes. Information à prendre avec grande prudence, car déjà démenti sur place et à Moscou. Silence radio et écran noir, la télévision serbe a changé de direction, Manu Militari. Pourquoi? Parce que SFOR à Palais, on l'écrivait comme cela, avec le sigle des SS. Palais qui, depuis les accords de paix de Dayton, ne cesse de multiplier les provocations avec son outil de propagande favori, l'image. Comme ici, il y a un mois, avec ce clip qui compare les soldats de la SFOR aux occupants nazis de la Yougoslavie durant la Seconde Guerre mondiale. La manière forte, c'est la seule manière que semble comprendre la Bosnie, déclarait ce matin à ce sommet le ministre allemand de la Défense. Quant à Javier Solana, le secrétaire général de l'OTAN, il a officieusement évoqué un plan pour arrêter les criminels de guerre. En attendant, c'est à Banja Luka que l'OTAN a confié les émetteurs de Palais. Biljana Plavšić, leader serbe modéré, a désormais toutes les cartes en main. Son redoutable rival, Radovan Karadzic, criminel de guerre en fuite, est réduit au silence. Mais ses partisans, hébétés ce matin, n'ont pas dit leur dernier mot. Ce soir, ils menacent l'OTAN d'une riposte vigoureuse. À bord de Mir, on s'active du sol au plafond. Les 10 locataires provisoires de la station orbitale russe, en comptant l'équipage de la navette Atlantis, ont eu une journée de travail particulièrement chargée, avec notamment le remplacement de l'ordinateur central de la station qui a accumulé les défaillances ces dernières semaines. Au programme également une sortie dans l'espace de 5 heures, destinée à mettre en place un capot à la suite de la collision en juin dernier de la station Mir avec un vaisseau de ravitaillement Progress. Sport toujours avec la soirée de Coupe européenne de football. La France a été reçue 5 sur 7 sur les 7 clubs sur la ligne de départ des 32e de finale de la Coupe UEFA. 5 ont en effet franchi victorieusement la ligne d'arrivée hier soir. Auxerre, Lyon, Metz, Bastia et Strasbourg. 2 clubs ont été éliminés, Nantes et Bordeaux. Florent Gautreau. Les Belges de Moucron n'ont pas pesé lourd face à Metz, mais ils ont marqué le plus beau but de la soirée par Van Durme. Un but historique, pour Moucron en tout cas, c'est le premier en Coupe d'Europe pour le petit club belge. Mais le leader du championnat de France, Metz, se moque bien des petites histoires belges. Les Lorrains ont gagné 4-1, il y avait la quantité et la qualité. Castendeutsch marque d'une belle reprise de volée. Gaillot, lui en fin de match, profite d'un coup de billard pour inscrire le 4e but. La petite chenille Messine n'a pas fini de danser. Dans la fureur d'Ibrox Park, l'entraîneur de Strasbourg avait lui choisi la chanson de geste pour se faire entendre. Et sur le terrain, ses joueurs étaient dans le rythme. Baticle juste avant la mi-temps, Zitelli juste après, offre la victoire 2-1 à Strasbourg. Comme au match aller, Strasbourg est qualifié. Les Nantais, eux, sont tombés sur un gardien de but extraordinaire. Lars Winfeld, un goal de 33 ans, a tout arrêté, même les buts qui semblaient être déjà rentrés.
Célèbre dans son pays pour avoir marqué un but de 100 mètres sur un dégagement, Linfeld est aujourd'hui presque un héros national. Kararus l'a emporté 1-0 grâce à Piechnik. Nantes est donc éliminé, comme Bordeaux. Mais 2 éliminés pour 5 qualifiés, on peut quand même parler d'une bonne rentrée. Aujourd'hui, mercredi, est sorti sur nos écrans d'un film consacré par le réalisateur Maurice Dugofson à Che Guevara, 30 ans après sa mort, à l'âge de 39 ans. Le titre résume très bien la démarche. El Che enquête sur un homme de légende. Un film qui alterne des images d'archives, souvent inédites, et des témoignages. Thierry Tuillier. La vie de Daniel Alarcón Ramirez, alias Benigno, est un roman. C'est à une sortie de métro que nous nous rencontrons pour mieux déjouer, dit-il, la surveillance des services cubains. Cet homme réfugié politique en France a rompu avec Castro, mais il admire toujours Che Guevara. Jeune paysan, c'est le Che qui lui a appris à lire et à écrire. Des premières heures de la révolution cubaine à la Bolivie, Benigno est de tous les combats. Il ne quitte ses habits de guérillero qu'à la mort de son chef. Très jeune, peut-être dès l'âge de 14 ans, il s'est fixé une ligne anti-impérialiste. Il l'a étudié, il l'a enseigné, et invariablement, il a suivi cette ligne bien droit, jusqu'à sa mort. Cet homme dont l'inflexibilité aurait précipité la rupture avec Castro va préférer quitter femme, enfant, honneur à Cuba pour assumer son destin de révolutionnaire. À sa mort brutale, en octobre 67, la légende naît. Une légende que racontent dans leur film Maurice Dugofson et Pierre Calfon. Le Che, lui, apportait des valeurs claires. Le bien, le mal, incorruptible, ne pas céder au pouvoir, ne pas se laisser griser par le pouvoir. C'est le cas unique d'un personnage qui était arrivé au fait et qui décide de retourner à la base. Film, CD, livre, le Che revient en force quelques jours avant le 30e anniversaire de sa mort. Mais pas sûr que le Che ait apprécié cette débauche d'hommage, qui est aussi pour beaucoup une bonne affaire commerciale. Dans un tout autre genre, atterrit sur nos écrans Air Force One, un film d'action qui imagine le président américain, interprété par Harrison Ford, pris en otage à bord de son propre avion par un commando terroriste. Un film pour le moins manichéen qui voit le triomphe des très très bons Américains sur les très très méchants terroristes. Nicole Cornu-Langlois. Quittant Moscou pour rejoindre Washington après une conférence énergique sur le terrorisme, le président des États-Unis, James Marshall, est confiant. Il croit en son indestructible avion privé Air Force One. Erreur fatale car cette merveille de sécurité va être prise en otage par de redoutables terroristes. Rien n'est crédible mais tout est vraisemblable. On est en pleine fiction catastrophe. Mais cela peut arriver. Le président Reagan a été victime d'une tentative d'attentat. Le président Gerald Ford, lui aussi. On pense que ces choses ne peuvent jamais arriver jusqu'à ce qu'elles se produisent vraiment. Dans ces circonstances exceptionnelles, c'est la vice-présidente qui négocie depuis Washington avec les méchants. Il faudrait que vous nous accordiez un peu de temps. Un peu de temps. Le fanatisme est plus fort que tout. Vous pouvez le mettre au-dessus de tout, au-dessus de votre famille, au-dessus de vous-même. Il n'hésiterait donc pas à tuer le président et sa famille, ce qui nous vaut des affrontements violents et intenses, mais heureusement aussi de l'humour, tant sur l'écran que pendant le tournage avec le réalisateur. Nous l'appelions Air Force Fun, parce que chaque jour c'était un bonheur. L'autre jour, en faisant une scène, j'étais à ça de lui. Je le regarde et je lui sors. Mince alors, c'est Indiana Jones. You're Indiana Jones. Le résultat est que l'on peut s'embarquer dans cette Air Force One, mais en classe loisir, divertissement et rebondissement garantis. Cela dit, le message est d'une naïveté désarmante, tant sur la Russie actuelle que sur l'invincibilité du président des États-Unis.
La foire internationale d'art contemporain, la FIAC 24e édition, a ouvert ses portes aujourd'hui à l'espace Eiffel-Branly. 138 galeries sont représentées sur 15 000 mètres carrés de surface d'exposition. L'an dernier, près de 100 000 visiteurs s'étaient pressés à cette grand-messe annuelle du marché de l'art. Pour les amateurs, il y en a pour toutes les bourses, ou presque. Reportage Gérard Dalmas, Pierre Moscovici. Peut-être bien un bon millésime, cette FIAC 97. C'est la vie d'un homme de l'art, collectionneur et aussi conseilleur en investissement dans l'art actuel. Jean Albou arpente les 138 galeries, Gratin contemporain international, plus Heureuse Initiative, le quartier Perspective, 30 stands, soufflant le vent frais, souvent un peu de frais, du renouvellement des inspirations. 3000 francs ce diptyque de photos originales, ou encore 2700 francs pour l'une de ses aquarelles. Pas très loin de ce vivier abordable, voilà le pinacle des prix avec une valeur on ne peut plus consacrée. 29 millions. Une sculpture Giacometti, la femme debout. Un superbe rhinocéros signé Philippe Berry, frère de l'acteur, ne fait que 30 000 francs contre 3 millions pour ce fer de César rarissime. Regardez les choses d'une certaine hauteur avec un humour certain. Trophée tricoté, militantisme anti-chasse. Ou encore cette âne chien, sulfureuse composition rappelant les cadavres exquis surréalistes. Jean Albou adore ces mutants créés par un taxidermiste. Il en a donc dans son appartement bureau de conseil. Mais, comme collectionneur, il a commencé modeste par ce bronze charmant réglé en plusieurs versements, ce qui se pratique couramment. Être collectionneur, c'est une attitude, c'est pas une question de moyens. J'ai commencé par acheter des choses qui étaient dans mes moyens, donc des choses qui étaient d'une valeur très faible, donc quelques centaines de francs. Un collectionneur n'est pas toujours un nabab. Jean Albou ne possède que le 10e de son décor. Peu importe, l'œuvre d'art appartient à celui qui la regarde. Dernier journal, vers minuit 30, en compagnie de Bruno Roger-Petit, qui reviendra sur le spectacle actuel qui se déroule dans l'espace, un très beau spectacle. Le cosmonaute russe Vladimir Titov est en effet entré dans l'histoire de l'espace en devenant le premier russe à effectuer une sortie dans l'espace à partir d'un vaisseau américain, la navette Atlantis. Ces hommes sont chargés de fixer un capot sur le module Mir, un capot endommagé lors d'une collision en juin dernier avec le vaisseau de ravitaillement américain Progress. Bonne fête aux Thérèse qui rit si souvent et bon anniversaire à Philippe Noiret et à Georges Ouéa. Dans un instant, la météo. Toujours du soleil au sud. Perpignan a battu aujourd'hui un record de chaleur avec 33,1 degrés sous abri. Demain 13h, Patrick Chêne, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Très très bonne soirée.